Bonjour à tous, ça y est, nous sommes live sur le Café Crypto, épisode 14. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire d'argent. Comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire? On va en parler aujourd'hui lors de ce Café Crypto. Comme d'habitude, je fais un petit avertissement en début, comme quoi ce n'est qu'un partage d'opinion, ce n'est pas de l'incitation à l'investissement. L'objectif, c'est de vous éduquer et faites toujours vos recherches si vous voulez investir. Voilà, ça c'est fait. Nous sommes sur Facebook en direct et ce sera en rediffusion sur YouTube. Je suis en train de regarder pour pouvoir peut-être faire un live sur YouTube et sur Facebook en même temps. Donc, ça sera peut-être pour la semaine prochaine, pour l'épisode 15, à voir. Si vous êtes sur YouTube ou sur Facebook, écrivez-moi un petit commentaire en dessous pour me dire de où vous regardez ce live. Nous sommes à l'épisode 14. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre la petite cloche et de liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir et ça encourage à continuer. Si vous voulez encourager aussi la chaîne, je vous invite à visiter le site novumatrix.com. Sur les bons plans, dans le menu en haut, je vais vous montrer tout à l'heure, mais vous avez les bons plans et vous avez plein de bons plans qui peuvent aussi encourager la chaîne et les cafés crypto pour qu'on continue. Aujourd'hui, vous ne devez pas faire d'argent. Comment ça? Comment ça, vous ne devez pas faire d'argent? Bien, on va voir ça d'abord à la vôtre. Je prends mon petit café. Pour ceux qui regardent mes stories, vous avez vu que je coulais mon café, j'étais un peu en retard. Mais comme ça, il est bien, bien chaud pour commencer. Donc, j'espère que vous m'entendez bien et que tout se passe bien. Aujourd'hui, on va revoir, comme d'habitude, un peu les nouvelles. Qu'est-ce qui se passe sur les nouvelles dans le monde de la crypto? On va regarder les cryptos qu'on a parlé, donc Flow, Axis, Binamon, donc on a parlé les dernières semaines, juste pour voir comment ça se passe aussi. Et le Bitcoin, qu'est-ce qui s'est passé dans le Bitcoin dans la dernière semaine? Est-ce qu'on a suivi ce qu'on avait fait dans l'analyse de la semaine dernière? Est-ce que ça a bien fait ce qu'on avait dit dans l'analyse? On va voir ça ensemble. On a pris le Bitcoin depuis la semaine dernière, a monté, je crois, de 25 à peu près. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est reparti? On s'est posé la question la semaine dernière d'ailleurs. Est-ce que c'était bien reparti? Donc voilà, on va parler de tout ça. D'ailleurs, j'ai oublié d'ouvrir ma lumière ici. Voilà, comme ça, je vais avoir un côté de visage aussi éclairé que l'autre côté avec ma fenêtre qui est là. Voilà. Donc, comme ça fait un peu mieux. Donc, bonjour à tous, ceux-là qui sont connectés en direct sur, entre autres, Facebook. Je vois qu'il y a déjà du monde, pas mal. Salut Samuel, salut Nelson, salut Mathieu qui est là également, salut Seb, Chantal qui est là, Tommy qui est là. Bravo, hey, merci d'être présent. Déjà, beaucoup de monde de connectés et qui ont déjà fait un petit coucou dans le chat. Je mélange le café et l'eau. Parce qu'il faut que je m'hydrate. Ici, 7h30 du matin, toujours au milieu des palmiers. Donc, on va y aller avec tout de suite en commençant avec quoi on commence? On va regarder le Bitcoin, on va finir avec l'analyse de qu'est-ce qui s'est passé avec le Bitcoin. On va finir avec ça. Avant, je veux vous parler de comment ça se passe sur les dernières nouvelles. On va aller voir les dernières nouvelles d'abord et on va enchaîner avec le reste. Voilà, donc il faut que je partage mon écran pour ça. Donc, on y va. Share screen. C'est parti pour le partage d'écran. Et donc là, je vais devoir partager l'écran complet. Hop. Voilà. On est maintenant sur les dernières nouvelles. Une nouvelle qui s'est affichée, c'est bien entendu du côté de l'IMF, le International Monetary Fund, donc le Fonds international de monnaie. Donc, je ne sais pas comment on le traduit en français en fait. Le Fonds de monnaie internationale, en tout cas.
Peu importe, si vous pouvez m'aider dans les commentaires, allez-y, lâchez vos lousses. Donc, on a, vous savez, le El Salvador. Donc, il y a eu une adoption qui s'est faite des pays qui commencent en fait vraiment à se faire au niveau du Bitcoin. Hein? Le El Salvador, l'Argentine, le Brésil, tous commencent à être favorables au Bitcoin. Pardon. Donc, il y a aussi le Ghana, hein, le Ghana qui a commencé. Donc, ça, c'était une nouvelle que je voulais vous parler. Le Ghana, vice-président, déclare que l'Afrique devrait embrasser la digital currency. Donc, c'est encore, donc là, il ne parle pas juste du Ghana, il parle de toute l'Afrique devrait regarder ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a aussi, on s'aperçoit en fait que c'est les pays un peu plus, que leur monnaie valent moins d'argent, qui s'intéressent le plus du côté de la crypto. Pourquoi? Parce que comme ça enlève un peu plus de pouvoir à ceux qui contrôlent la monnaie dans le monde, donc entre autres l'IMF. Et vous savez que quand les pays sont un peu pauvres, qui font des prêts aux pays les plus riches, ils doivent les rembourser. Mais s'ils ne les remboursent pas ou s'ils ne suivent pas la politique internationale, eh bien, il y a des moyens de pression sur ces pays-là très faciles pour faire perdre confiance en leur monnaie. Donc, certains pays se servent de l'influence qu'ils ont et se servent des moyens qu'ils ont pour aller faire chuter la monnaie dans des pays qui sont justement emprunteurs ou tout ça, ou qui ne respectent pas la politique internationale et qu'ils ont les besoins. Qu'ils ont besoin donc des pays les plus riches pour faire des prêts ou des choses comme ça. Donc, quand on a la possibilité de s'intéresser à une crypto-monnaie et de leur enlever ce pouvoir-là, de venir en fait jouer sur la valeur de leur monnaie, c'est quelque chose qui commence à titiller en fait les dirigeants de ces pays-là, les pays où ils sont les plus pauvres. Donc, ces pays-là commencent à vraiment s'intéresser à tout ça. Et l'IMF, par rapport à l'El Salvador, dit, bien entendu, ils n'étaient pas nécessairement d'accord avec le passage. Et on se rend compte qu'effectivement, le El Salvador était en négociation pour faire un prêt de 1 billion de dollars à l'IMF. Donc, justement, c'était entre autres par rapport au prêt. Mais qu'est-ce qu'on disait? Donc, on parle de fake crypto problème. Bien, je suis complètement d'accord avec eux parce que l'IMF et tous les médias et tous les trucs, qu'est-ce qu'ils font en ce moment? Ils essaient de vous faire croire que le Bitcoin amène des problèmes. Le Bitcoin amène des problèmes sur la criminalité, sur le blanchiment d'argent. C'est vrai que ça n'existait pas. Avant la crypto, il n'y avait pas de blanchiment d'argent, il n'y avait pas de criminalité, il n'y avait pas d'échange d'argent en utilisant le US dollar. Non, ça n'existait pas. Tout ça n'existait pas. C'est la crypto qui amène ça. Hein? C'est ça qu'ils vous disent. C'est « Ah, mais là, avec la crypto, on va avoir du blanchiment d'argent, c'est pas traçable, c'est nanana, les criminels s'en servent, c'est sur le marché noir, tout ça. » Il faut savoir que le black market et tout ça, c'était en 2013-2014 où c'était vraiment beaucoup utilisé. Et comme on l'a dit dans un autre épisode, ce n'est pas le Bitcoin qui est utilisé là-dedans. Et on se rend compte, comme ils l'ont dit ici, voilà, pour l'adoption, il parle du blanchiment d'argent. Il dit c'est très facile de rébuter en fait cet argument-là. Premièrement, on s'est rendu compte que c'était très limité au niveau du blanchiment d'argent parce que même si c'était impossible de l'arrêter, c'est maintenant très facile de le tracer. Donc, les criminels le savent. Et l'activité criminelle autour du Bitcoin a descendu de 57 % entre 2019 et 2020 pour aller jusqu'à 4,5 billions. Et maintenant, on est rendu à 1,9 million. Donc, ça descend. Donc, l'activité criminelle se servant de la crypto descend de plus en plus. Pourquoi? Parce que c'est traçable, tout simplement. OK? Donc, ils le savent. Je veux dire, ils ne sont pas nés d'hier. Hein? Donc, il ne faut pas s'imaginer que parce que c'est la crypto que les criminels, ils ne sont pas capables de réfléchir. OK? Donc, il faut voir qu'en gros, dû à ça, c'est des faux problèmes. Okay? On parle toujours de faux problèmes. On essaye de vous faire peur. On essaye ici dans l'environnement, flag l'environnementaliste pour les mineurs et tout ça.
c'est encore une fois, je veux dire, il y a plein de pays comme au Canada, par exemple, où l'énergie qui est utilisée pour faire du mining est propre. Donc, on parle de centrales hydroélectriques ou des choses comme ça. Donc, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Oui, en Chine, c'est un problème, mais c'est un faux problème. Et en ce moment, en plus, ils ont banni ça. D'ailleurs, Elon Musk le dit dernièrement. Je n'aime pas référencer Elon Musk, mais voilà, il le dit lui-même que son flag sur l'environnement était un peu levé parce que vu le ban sur le mining en Chine, ces miners-là vont se retrouver dans des pays où l'énergie est plus propre. Donc voilà. Donc après, il y a d'autres vrais problèmes. Et là, par rapport à l'IMF, hein, on parle de problèmes par rapport à l'IMF. Et ça, c'est là les vrais problèmes, en fait. Les faux problèmes, ceux-là sur lesquels ils communiquent, ils vont communiquer sur le blanchiment d'argent, sur la criminalité, sur les choses comme ça. Ça, c'est ce qu'ils vont communiquer. Mais en fait, ce qui leur fait peur, c'est les vrais problèmes. C'est le fait qu'ils ont moins de pouvoir sur l'argent du pays, qu'ils ont moins de contrôle sur la politique du pays, et donc, automatiquement, qu'ils perdent du pouvoir. Et c'est juste une question de lutte du pouvoir entre ces grosses élites qui sont en haut. OK? Et c'est vraiment ça, en fait, qui se passe derrière. Donc, et de là à ce qui m'amène à parler de l'annonce sur le Federal Reserve qui a mentionné qu'ils ne voulaient pas augmenter leur taux d'intérêt. Okay? Aux États-Unis, ils ne veulent pas augmenter leur taux d'intérêt. Leur politique reste une politique basée sur l'inflation. Est-ce que vous connaissez bien qu'est-ce que c'est l'inflation et qu'est-ce que ça impacte? Dites-moi ça dans les commentaires. Qu'est-ce que l'inflation peut avoir comme impact sur nous, OK? Petits travailleurs que nous sommes? Et pourquoi ils vont sur cette logique-là? Pourquoi ils vont continuer sur cette logique-là? Pendant que vous me répondez, je saute à une autre nouvelle qui est quand même importante et qui est en lien avec ça, c'est que Binance a coupé la limite, en fait, des retraits pour ceux qui ne font pas, ce n'est pas la limite complète, n'ayez pas peur, partez pas en courant, mais c'est pour la limite de ceux qui ne font pas un KYC, Know Your Customer. OK? KYC, Verification, c'est quand tu te crées un compte sur un exchange, normalement, tu dois faire, en fait, ce qu'on appelle le KYC. Donc, c'est envoyer ta preuve de résidence, ton passeport, des choses comme ça. C'est comme si tu ouvrais un compte en banque, OK? Mais sauf en ligne, donc tu n'es pas là, tu n'es pas présent, donc il faut que tu leur envoies tes documents. Ça, c'est ce que les exchanges, en fait, demandent. Mais ces exchanges-là qui demandent ça, c'est parce qu'ils veulent être capables de faire des rapports au gouvernement si les gouvernements demandent. En étant capables de faire des rapports, ils se protègent contre poursuites ou autres pour les faire fermer. Pourquoi? Parce que encore une fois, lutte de pouvoir. Si les gens investissent dans la crypto et investissent sur des sites comme Binance, par exemple, s'ils veulent faire des retraits et si tout ça n'apparaît pas nulle part, s'il n'y a pas de déclaration de taxes, s'il n'y a pas de déclaration d'impôt, vous allez pouvoir être riche, vous allez pouvoir vous mettre riche sans même en redonner une part au gouvernement. C'est mal, c'est mauvais. Donc, voilà pourquoi, entre autres, on a ce mouvement en ce moment-là contre, entre autres, Binance, parce que c'est la plus réputée, c'est la plus grosse. Mais il existe plein d'autres exchanges qui ne sont pas sous le radar, on va dire, en ce moment. OK? Donc, c'est mal de ne pas faire de déclaration d'impôt, c'est mal de ne pas en redonner au gouvernement. Et d'ailleurs, quand on travaille, on gagne de l'argent sur lequel on paye de l'impôt. Et l'argent qui nous reste, avec tout ce qu'on achète, on paye encore de l'impôt parce qu'on paye des taxes. Et s'il nous en reste dans nos banques, si on l'investit, il faut payer de l'impôt. Encore une fois, pour les intérêts qu'on gagne, sur de l'argent qu'on a déjà payé de l'impôt dessus. Et si on meurt et qu'on le laisse à d'autres personnes après, il va falloir encore payer, qu'eux payent de l'impôt sur l'héritage qu'ils vont toucher, entre autres. OK? Donc, en gros, on paye de l'impôt 10 000 fois. Ce qui nous reste à la fin, c'est très minime. OK? Vraiment dans nos poches. Notre pouvoir d'achat descend
énormément. Okay? Notre vrai pouvoir d'achat, quand on regarde nos salaires et ce qu'on a vraiment dans nos poches, ça descend vraiment. C'est pour ça que beaucoup de gens se créent des entreprises aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'une entreprise qui gagne des revenus est capable de dépenser, de prendre ces dépenses-là, de les déclarer en négatif sur ses revenus et de payer l'impôt que sur l'argent qui reste. Donc, en gros, ils ont fait leurs dépenses avant. Ce que les particuliers ne peuvent pas faire. Les particuliers gagnent de l'argent, déclarent ce qu'ils ont gagné, payent de l'impôt sur le truc et avec ce qui reste, dépensent et payent encore de l'impôt et payent encore des taxes. Les entreprises peuvent faire ce switch-là. C'est pourquoi il y a une grosse vague et qu'il y a de plus en plus de gens qui font du côté entrepreneur. D'ailleurs, côté marketing de réseau, c'est la façon de se démarrer une entreprise la plus facile, en fait. C'est celle qui coûte le moins cher, c'est celle qui est la plus abordable. C'est la possibilité de se créer une entreprise à moindre coût. Beaucoup critiquent le marketing de réseau et les médias et ceux qui contrôlent la masse ne veulent pas que vous créiez une entreprise parce qu'ils veulent que vous restiez dans ce moule-là de payer de l'impôt, payer de l'impôt, payer de l'impôt. Et d'ailleurs, revenons. Personne n'a commenté sur le direct. Vous êtes gêné de commenter ou c'est moi qui ne vois pas les commentaires? Qu'est-ce que impacte une politique d'inflation? Bien, une politique d'inflation, pourquoi ils gardent la politique d'inflation? C'est simplement pour maximiser, on va dire, l'emploi. Okay? Ce qu'ils veulent, c'est favoriser le marché de l'emploi. Ils veulent investir pour créer de l'emploi, avoir des taux d'intérêt qui sont bas, qui permettent à monsieur et madame tout le monde de pouvoir aussi investir, de créer encore de l'emploi, d'acheter des maisons, pour relancer l'économie. Okay? Il faut que l'économie fonctionne. Il faut qu'il y ait de l'argent qui tourne si on veut payer de l'impôt. Okay? Donc, il faut que cette économie-là fonctionne. Donc, il faut qu'il y ait de plus en plus de gens qui travaillent. OK? Donc, si ces gens-là travaillent, ils vont pouvoir payer de l'impôt et donc dépenser de l'argent, donc repayer de l'impôt. OK? Donc, ça, c'est vraiment la politique en ce moment. Donc, de garder les taux bas pour relancer l'économie, pour relancer tout ça. Mais ça veut dire que le mauvais côté de ce côté-là, bien, c'est déjà un mauvais côté de favoriser l'emploi pour une certaine raison, c'est qu'on vous enferme et on vous oblige, on vous rend dépendant de votre emploi parce qu'on vous incite à faire de l'investissement. Ce qui nous est interdit, d'ailleurs, pour mon avertissement en début de Café Crypto, c'est parce que si je fais de l'incitation à l'investissement, ils vont venir me faire des problèmes parce que moi, je n'ai pas le droit de le faire. OK? Eux ont le droit, ils vous incitent en gardant les taux bas, ils font de l'incitation à l'investissement indirectement, on va dire. Mais moi, je n'ai pas le droit. OK? Et donc, l'incitation à l'investissement en gardant les taux bas fait en sorte que vous ayez des prêts. Si vous avez des prêts, vous devez avoir des revenus pour pouvoir les payer. Si vous devez avoir des revenus, ça veut dire que vous devez avoir un emploi ou de créer votre entreprise. Je vous le dis comme ça. Mais là, en fait, ce qu'ils veulent, c'est recréer de l'emploi. Et c'est ce qu'ils disent. Positive effect on employment, c'est vraiment l'objectif actuel, c'est de pouvoir créer de l'emploi. Et on voit que ça a un bel effet. OK? Donc, c'est ce qu'il dit. Recovery across rich and poor country could also lead to decrease in US export. OK, voilà. Donc, c'est ce qui se passe en ce moment, c'est d'essayer de vous garder à un taux d'emploi qui est positif, okay? On essaye de favoriser pour recréer de l'emploi. Et derrière, en fait, si vous devez être employé et que vous devez avoir un revenu, si l'inflation, parce que ça aussi, s'il y a plus d'argent en circulation, le coût monte. S'il y a plus de demandes que d'offres, il y a l'inflation. L'inflation monte. Si le prix, en fait, des produits et tout ça monte, on le voit ici avec une image que j'avais préparée, qui est celle-ci. Avec 20 $ en 98, on achetait, c'est une image fictive, OK? Mais c'est une image qui démontre bien. OK? Donc, avec 20 $,
en 98, on achetait beaucoup de choses. C'était peut-être pas en 98 même, c'était peut-être même un peu avant. Mais avec 20 en 2005, on achète moins. En 2014, on achète encore moins. Et en 2021, on achète encore moins. Plus ça va, plus le coût des fournitures, de ce qui nous permet de manger, de boire, de vivre, en fait, coûte de plus en plus cher. C'est vraiment juste pour démontrer. OK? C'est une image fictive pour démontrer ce que l'inflation peut avoir sur vous. OK? David qui me dit « Et la valeur de notre dollar drop. » Et oui, en plus, beaucoup moins de pouvoir d'achat. En plus, ben oui. Donc, là, ici, on a un dollar, en fait, un coût qui... notre argent permet d'acheter de moins en moins. Par contre, les salaires ne suivent pas. Les salaires n'augmentent pas au même rythme que l'inflation. Et là, une politique d'inflation fait en sorte que tout coûte plus cher, les salaires ne suivent pas. Donc, qu'est-ce que ça donne derrière? Ça donne que la main-d'œuvre, pour les riches et pour les entrepreneurs et ceux qui ont des grosses entreprises, coûte de moins en moins cher parce que les salaires ne suivent pas. Par contre, eux, ils vendent leur stock beaucoup plus cher. Donc, ils vendent ce qu'ils produisent plus cher, ils encaissent plus d'argent. Derrière, ils payent de moins en moins la main-d'œuvre. Donc, en gros, pour eux, c'est bingo. Donc, cette politique-là de l'économie, de favoriser l'inflation, et oui, ça crée de l'emploi. Oui, pour ceux qui ont besoin d'un emploi, c'est bien. Par contre, ce n'est pas nécessairement bien dans la globalité et sur le long terme. Parce que anyway, vous perdez dans le pouvoir d'achat. Tout à fait d'accord avec David. En plus, c'est que la valeur du dollar canadien, du dollar US, descend. OK? Parce qu'ils impriment. Donc, il y a beaucoup plus d'offres que de demandes. Et surtout, si les pays qui utilisent le dollar comme monnaie d'échange s'en vont sur le Bitcoin, ben, ça crée encore moins de demandes sur le dollar. OK? Et si ça crée moins de demandes sur le dollar, ça veut dire que le dollar descend, la valeur du dollar descend. S'il y a moins de demandes, si les échanges internationaux se passent maintenant en crypto-monnaie, c'est dangereux pour le dollar. Donc, c'est quelque chose qui est super dangereux, ce qui se passe en ce moment pour l'économie américaine. Et si l'économie américaine est touchée, l'économie canadienne va l'être et bien d'autres aussi, OK, à travers le monde. Et là ici, l'image montre que depuis 2012, 2013, 2014, vu que le Bitcoin monte, on peut acheter de plus en plus. Avec un Bitcoin, on peut acheter de plus en plus de choses. Donc, ça, c'était la petite image que je voulais vous montrer par rapport à ça. Et donc, avant de rentrer justement sur... on va continuer là-dessus. Pour l'instant, on va regarder le coût de l'or. Okay? On va aller sur le graphique et on va voir le coût de l'or et on va remonter assez loin. On va remonter là, dans les débuts des années 2000 pour l'or. On voit ici que les vagues apparaissent souvent en deux temps. Vous voyez? Une fois, deux fois, correction. Grosse correction. Une fois, deux fois, grosse correction. OK? Une fois, deux fois, grosse correction. OK? On voit là, ici, une fois, deux fois, grosse correction. OK? Et à chaque fois, entre les corrections et entre les périodes, il y a des mouvements d'accumulation. Là, on est sur l'or. OK? Ça ici, c'est l'accumulation après la correction et après, on repart. OK? Nouveau rallye. Accumulation, il y a toujours des petites périodes. Des fois, elle est petite, des fois, elle est grosse. Si on parle sur le global, on voit que là, en plusieurs années, on a eu des mouvements, whoop, correction, whoop, correction, whoop, correction, whoop, correction, et là, on est redescendu pour une belle correction qui a été longue. OK? Et là, on a une période d'accumulation ici, pour après ça, repartir sur des mouvements. Whoop, correction, whoop, correction, whoop. OK? On repart sur les mêmes mouvements. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des rallyes. Vous allez voir que quand on regarde le Bitcoin, ça ressemble énormément à ça. Et ça, c'est pourquoi? Parce que la masse ne doit pas faire d'argent. Okay? Tout ça est gardé dans un sens de vous faire peur. Et on le voit en ce moment. Là, ce qui va se passer dans les prochaines semaines et depuis déjà 2 mois, on voit plein de mauvaises nouvelles. Hein? On voit des mauvaises nouvelles, new infrastructure, OK, raise, donc ça. Federal Reserve Keep Rates, OK, US Sanctioned Bitcoin Address,
Mexico Regulator, 12 crypto exchange operate illegally. UBS Brokerage Service Crypto, OK, non, ça, parfait, c'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle. Voilà, Israël Bill will force crypto investors to report holding, donc ils veulent qu'ils reportent. Voilà, donc on voit Fed Policy Infrastructure, OK, voilà. On voit US Marshall, OK, donc voilà, on voit, OK, plusieurs mauvaises nouvelles. Pourquoi? Parce qu'on veut que la masse ait peur. On veut créer de la peur sur la masse, OK? Ça, on va y revenir après. On veut créer de la peur sur la masse. D'ailleurs, qu'est-ce qui est votre feeling par rapport à la crypto en ce moment? Question que je vous pose. Quel est votre feeling par rapport à la crypto en ce moment? Est-ce que vous êtes crypto-optimiste? Est-ce que vous êtes crypto-pessimiste? Est-ce que vous croyez que là, c'est juste un faux mouvement et qu'on va redescendre et que ça va s'écrouler et que justement, on va aller toucher les 20 000, peut-être même en dessous? Est-ce que c'est votre feeling en ce moment? Est-ce que là, en ce moment, on essaye de faire croire aux gens que ça va monter et en fait, ça va redescendre? Quel est votre feeling sur la crypto? Écrivez-moi ça en commentaire. Quel est votre feeling sur la crypto en ce moment? OK? Écrivez-moi ça. Chantal me dit optimiste à 100%. OK. Donc, aucune peur. On continue, je vais lire vos commentaires au fur et à mesure. David dit keep surfing. Samuel dit optimiste. Donc, good. Donc, la plupart sont optimistes, la plupart y croient. OK? Et c'est bon. Pourquoi? Parce que pourquoi on a des mouvements en deux fois? Comme j'expliquais tout à l'heure, pourquoi il y a souvent des mouvements en deux fois avant des grosses corrections? Eh bien, on parle ici de aussi la rentrée des institutions. Quand les institutions rentrent, on a les vraies vagues. Là, ce qui s'est passé ici dans cette grosse vague-là avant la correction qu'il y a eu là, la grosse vague-là avant la correction qu'il y a eu ici, c'est beaucoup, et on regarde ce graphique-là ici, ressemble énormément à la vague de 2017, début 2018 sur la crypto. Hein. C'est tellement ressemblant. Je vous ferai un double graphique. Je ne sais pas si je peux ici. Allez. Non, c'est parce que là, c'est flagrant et je veux vous montrer ça. C'est assez impressionnant. Je vais aller vous montrer ça sur le crypto. On va revenir, OK? Je ne suis pas du tout TDA, OK? Bitcoin US. Ah! J'ai oublié de cliquer sur mon truc avant. Désolé. Voilà. OK? Et là, si je clique ici et qu'on y va, on va se garder on va se mettre en week aussi. Je ne sais pas si on va bien le voir en week, mais regardez bien ça. Ici, il faut que je le descende et il faut que je le dézoome. Regardez cette montée-là. OK, là, hein, c'est très difficile là, de le superposer parfait, mais on a la vague de montée avec... Il y en a qui disaient que la crypto, c'est fini. Je ne sais pas si vous avez dit la même chose avec l'or, mais je vais y arriver. Ça, c'est impressionnant comment les graphiques se ressemblent. Regardez la montée ici en plusieurs vagues. Non, ça, c'est la montée. C'est pas... oh là là là. Désolé. Mais on voit à peu près la même chose. Hein. Sensiblement, ça se ressemble. Hein. C'est la montée qu'il y a eu cette année. Hein. Ça ressemble encore à ce qu'il y a eu en 2017-2018. Je n'avais pas regardé que je n'étais pas dans le bon mouvement. Voilà, on y est. C'est ici. On était dessus quand j'étais en week. Voilà, OK, voilà. Comme ça ici, on va bien le voir. Regardez ça, regardez-moi ça. OK,
Regardez si on superpose, comment ça se ressemble. Ça ici en bas, cette montée-là avec les deux pics ici, suivis de la descente de la correction, avec la montée là, les deux pics et la correction. Ça ici en haut, c'est l'or, et ici en bas, c'est le Bitcoin. OK? Ça se ressemble énormément. C'est fou comment on a des choses qui se ressemblent. On revient à ce qu'on disait. Pourquoi je vais vous montrer... Oups, j'ai oublié de cliquer là en premier. Non, c'est bon, je l'ai eu. Pourquoi je vais vous montrer ça? OK? C'est parce qu'on a des mouvements qui sont on a des mouvements en deux temps. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a les institutions qui rentrent et après, on a le vrai rallye. OK? Donc, les institutions qui sont rentrées à partir d'ici, sur l'or, fin des années 90, début 2000, on a eu une rentrée d'institutions et à chaque fois, les mouvements en deux temps, c'est qu'on a une poussée des institutions et ensuite, la poussée de la masse. OK? Donc, la poussée de la masse, c'est ce qu'on arrive ici. Quand on regarde, vous vous souvenez de mon graphique qu'on avait montré dans les premiers épisodes de la crypto. Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent? Où on se situe? Où se situons-nous sur la crypto en ce moment? C'est ce qu'on arrive ici. Quand on regarde, vous vous souvenez de mon graphique qu'on avait montré dans les premiers épisodes. C'est de la crypto. Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent? La question que je vous pose. Est-ce qu'on se situe en ce moment? La difficulté, c'est de savoir où on se situe. Mais on voit que quand la masse rentre, donc quand les institutions rentrent et quand la masse rentre, OK? Donc, il y a deux mouvements qui se font. Les institutions, la masse, OK? Toujours deux mouvements qui se mettent en place. Et quand la masse est rentrée, les institutions vendent. Eux, ils sont rentrés en bas ici. Eux vendent. Et là, boum! Et là, les gens ont de l'anxiété, du déni, de la panique et tout ça. On l'a vu d'ailleurs avec ce qui s'est passé dernièrement. Donc, on a cette vague-là et ces corrections-là qui arrivent tout le temps dans le marché. OK? Et là, ce qu'ils veulent créer, en effet, c'est ça, c'est du disbelief. Ils veulent en ce moment créer ce qu'on appelle du disbelief. Donc, c'est ici, avant la grosse poussée. Pourquoi? Parce que c'est ici qu'eux achètent. C'est ici que les institutions rentrent. Et si vous avez regardé les nouvelles depuis le début des cafés crypto, on a vu pendant que tout le monde paniquait parce que le Bitcoin descendait, beaucoup d'institutions annonçaient des bonnes nouvelles sur la crypto et des gros. Et on voit entre autres encore ici PayPal qui annonce que tout va bien et qu'en plus, ils vont avoir une super application qui va être bientôt sortie, que le code est terminé et que maintenant, ils sont en test et qui vont sortir, que ça va faciliter la crypto pour tout le monde, pour les paiements en crypto et tout ça. OK? Donc, les institutions, les grosses compagnies, les fonds d'investissement, tout ça en ce moment, là, tout est en place. C'est en ce moment qu'eux créent leur truc et c'est en ce moment qu'eux achètent et accumulent énormément de Bitcoin pendant que la masse a peur. La masse en ce moment a peur. Le Bitcoin a chuté de 65 000 à 30 000. C'est la fin, c'est tout ça. Et là, il y a des mauvaises nouvelles qui sortent. Mauvaises nouvelles, mauvaises nouvelles, mauvaises nouvelles. On essaye de faire peur, on essaye de faire de la disbelief, le fait de ne pas croire, de ne plus croire en la crypto. Et d'ailleurs, j'ai reçu des commentaires dernièrement, on perd son temps avec la crypto, nanana. Donc, les gens ne croient de moins en moins à la crypto. Et là, ça, c'est juste avant la vague qui va se passer. Donc, on va revenir à la crypto. On va y aller en daily. On va revenir au Bitcoin et on va aller voir qu'est-ce qui s'est passé justement dans la dernière semaine avec le Bitcoin. Comment s'est passée votre semaine? Dites-moi ça dans les commentaires. Comment s'est passée votre semaine sur la crypto pour vous, de votre côté? Comment ça s'est passé votre semaine? Est-ce que vous avez profité de cette montée par rapport à ce qu'on disait la semaine dernière? Et souvenez-vous que les vagues sont toujours en deux fois, OK? Et que les institutions rentrent d'abord et qu'après, il y a des périodes d'accumulation, les périodes d'accumulation où les institutions se mettent. Ça, c'est les périodes, comme on voit
depuis les 2 derniers mois. OK? Ça ici, c'est une période d'accumulation. OK? Avant le prochain rallye. Ça ici, période d'accumulation avant le prochain rallye. OK? On a vraiment les choses qui se répètent. Le marché se répète. OK? Et quand on regarde ce qu'on avait dit la semaine dernière, donc on va se resituer ici, et on avait dit la semaine dernière en regardant sur du daily qu'on avait, on avait en fait un range qui se passait entre les 30 000 et les 40 000 et que dernièrement, on avait resserré le range. Il y a 2 semaines, on avait fait le truc on avait resserré le range et que les courbes descendantes étaient vraiment respectées, mais par contre, qu'on s'en allait sur des petites volatilités. Et on le voit, là, le marché se rétrécissait. Regardez la grosseur des bougies ici, OK? Et regardez la grosseur des bougies ici. Et je vous avais dit, quand le marché compacte, c'est avant une explosion. Quand le marché compacte, c'est avant une explosion. Et je vous avais dit, souvent, ils vont amener le marché vers le bas avant de pousser vers le haut, ou ils vont amener le marché vers le haut avant de pousser vers le bas. OK? Pourquoi? Pour piéger les gens. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait exactement ce qu'on disait, c'est que le range se passait entre ma ligne jaune ici et ma ligne verte ici. Après, il se passait entre ma ligne jaune et ma ligne verte ici. Et là, on a descendu le marché en dessous. Et là, il y a plein de gens qui se sont dit, ça y est, c'est la fin. Ça y est, on est descendu en dessous du Golden Ratio. Et c'est ce que je vous avais dit, c'est qu'il pousse le marché vers le bas et quand tout le monde croit que c'est fini et que ça va descendre en bas, parce que là, on vient de fermer en dessous du Golden Ratio, bing! C'est là qu'on explose tout. C'est exactement ce qu'on avait prévu, ce qu'on avait parlé. Bravo à tous ceux-là qui en ont profité. Bravo à tous ceux qui écoutent les Cafés Crypto et qui ont pu profiter de tout ça parce que c'est génial. Et bravo à tous ceux qui sont dans l'équipe Réussir Ensemble parce qu'on a pu en profiter aussi au sein de notre école avec DCX et la crypto au sein de notre école. Ici, on a touché une première fois les 40 000. On a appris qu'ici, on avait une zone qui était très forte, en fait, qui était une zone de vente en ce moment. Il faut qu'elle soit traversée pour devenir une zone d'achat. Pour l'instant, on est en zone de vente. Ici, on était en zone d'achat. Donc, on est en zone d'achat. Donc, on fait de l'accumulation dans la zone d'achat. Ici, pour l'instant, c'est devenu une zone de vente. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on vient cogner dessus, il y a plus de vendeurs. Le marché descend. OK? Donc, ici, il y a plus de vendeurs. C'est une zone de vente. Okay? C'est là où il y a des gens qui vendent. Et c'est ce qui s'est passé. Quand on est venu y toucher la première fois, on a été rebuté. On revient, on essaye de re-rentrer et on descend. Moi, ce qui est positif dans ce que je vois là, c'est que cette bougie ici ferme à 40, pas ferme, pardon. Oui, ferme à 40 036 et le plus haut, c'est allé à 40 927. Tandis que celle-ci ici, la première fois qu'on est allé dessus, si je peux me positionner sur la bougie, voilà. Oh, je l'avais. OK. Sur la bougie ici, on a fermé, non pas à 40 000, mais à 37 000. Et le plus haut qu'on était allé, c'était à 40 500. Donc, ça veut dire que cette bougie-là ici, on est allé plus haut. Donc, ça, c'est bon. Ça veut dire que le fait de redescendre ici, dans cette zone-là ici qu'on a et qu'on va aller voir sur le 1 heure et on l'a défini avec l'équipe Réussir Ensemble, on a défini cette zone-là sur une zone d'achat sur le 1 heure. On est allé rechercher des acheteurs ici pour remonter et ces acheteurs-là ont été capables de pousser le marché plus haut que la dernière fois. Ça veut dire qu'il y a de moins en moins de vendeurs ici. Okay? Les vendeurs ont de moins en moins de force pour repousser le marché. D'ailleurs, quand ils repoussaient le marché les premières fois ici, ils le repoussaient très, très bas. Vous voyez, à chaque fois qu'on touche le 40 000, on redescend de plus en plus bas. Boum, boum, boum. Les vendeurs ici étaient très, très forts à ce niveau-là. Il y a 2 mois, les vendeurs étaient forts. Pourquoi? Parce qu'on pousse le marché. Vous voyez, là, ici, on a poussé le marché là. Ici, on a poussé encore le marché plus bas. Donc, cette zone-là était très, très forte en vente. Maintenant, quand on vient y toucher, le marché, wow, on n'a pas descendu si bas que ça. On est allé jusqu'ici. Et après, whoop, on remonte tout de suite après. OK?
On remonte. Donc, on n'a pas été capable de repousser le marché ici comme avant. Donc, ça, c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire que les vendeurs ici sont de moins en moins forts. OK? Et si on va en 1 heure et qu'on regarde qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière, parce que la semaine dernière, on avait vu la poussée. Voilà. Hop, en 1 heure. À chaque fois qu'on a une ligne, prenez ça, j'en ai parlé d'ailleurs avec l'équipe Réussir Ensemble, à chaque fois qu'on voit une ligne, prenez ça comme une zone. Okay? Les lignes, c'est des zones. Parce que chacun a sa propre façon de dessiner ses lignes sur un graphique. Donc, prenez ça comme une zone. Okay? Donc, quand on a fait cette poussée-là la semaine dernière et qu'on était en petite accumulation ici, je pense que la semaine dernière, là, on devait être dans ces environs-là. OK? Quand on a fait le call la semaine dernière. Et je vous avais dit, là où on s'en va, c'est probablement toucher cette ligne-là. OK? Et on a eu quelque chose qui ressemblait à ça. C'est-à-dire que dès qu'on est monté et qu'on s'est rapproché de cette ligne-là, ça a été rejeté tout de suite. Par contre, après, on est revenu y toucher encore une fois. Là, on est vraiment venu y toucher de façon très précise et non pas juste la zone. Et là, boum, ça a été rejeté encore. Il nous a fallu une 3e fois avant de la casser. Et c'est ce que je vous avais dit la semaine dernière. Je vous avais montré cette ligne-là. Je vous avais dit, si ça casse, ça s'en va à ma prochaine ligne. Et bien, c'est ce qui s'est passé. Boum, et on est parti jusqu'à la prochaine ligne. Et là, la poussée a été très, très forte. Pourquoi? Ceux qui sont dans l'équipe Réussir Ensemble le savent. On en a parlé lundi. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi ça monte très, très vite, en fait? Pourquoi ici, ça monte très, très vite? Quel est leur objectif quand ils font ça? OK? Dites-moi ça dans les commentaires. Quel est l'objectif d'une poussée en 3 heures, d'une poussée de 5 000 $ en 3 heures? C'est quoi leur objectif? Pourquoi ceux qui contrôlent le marché nous poussent le marché aussi fort, rapidement? OK? Je vous laisse répondre et là, vous allez commencer à répondre parce qu'il y a un décalage entre ce que je dis et vous. Donc, on va voir qu'en gros, plusieurs personnes qui avaient mis leur sell ici parce que c'était la zone qui était forte, okay, au début, ici, ils avaient mis des shorts, okay, ils avaient mis des sells qui attendaient ici. Okay. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois avant ça qu'on touchait cette zone-là, regardez, okay, quand on touche cette zone-là, qu'est-ce que ça fait? Boum! Ici, boum! 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 Ouais. On touche à chaque fois la zone. Donc, beaucoup de gens faisaient des sells dans cette zone-là. OK? Donc là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien, ils ont ce qu'on appelle faire un short squeeze. Ils ont squeezé tous les sells pour faire perdre les comptes des gens. Tous ceux qui n'avaient pas mis de stop loss, parce qu'ils se disaient, de toute façon, anyway, ou tous ceux qui avaient mis des shorts avec des gros lots, qui avaient fait du over-leverage, se sont fait squeezer. Ils se sont fait choper sur cette montée-là ici, qui a été un short squeeze. Par contre, ici, beaucoup, justement, ont pris leur profit. Là, tous ceux qui avaient acheté et n'ont pas vendu dans ces zones-là ont poussé le marché et ont vendu quand ils étaient rendus ici. C'est ce qui a fait que ici, eh bien, on a eu cette redescente rapide, en fait. OK? On a eu une redescente rapide. Et là, si on regarde vraiment qu'est-ce qui a pu se passer ici, on a eu un premier rejet, donc prise de profit de tous les gens, parce que là, en fait, tous ceux qui sont en sell à partir d'ici, qui sont en over leverage, ils sont vraiment en perte quand ils sont rendus là. Et eux se disent peut-être, oh merde, ça y est, c'est reparti, ça y est, on va aller retoucher les 60 000 tout de suite, je suis mieux de lâcher ma position de sell pour racheter. OK? Je suis mieux de lâcher ma position de sell parce que là, je perds trop d'argent. OK? Et là, on parle de millions, milliards de dollars. OK? C'est des grosses institutions. Donc là, ils sont tellement pris à la gorge qu'ils sont obligés de racheter. Et ils rachètent à qui? Ils rachètent à ceux qui ont acheté en bas et qui veulent revendre ici. Eux ont vendu ici des positions à découvert et rachètent leurs positions à perte. Mais là, ils sont obligés parce qu'ils sont pris à la gorge.
Donc, eux revendent. Donc là, on a une prise de profit et short squeeze, donc tous les shorts qui sont vendus. Et là, beaucoup de gens, quand ils ont ça, beaucoup de gens se disent, bon, ben c'est bon, on va vendre ici. OK? On va vendre, parce que là, ça descend, on va vendre. Donc, ceux-là qui vendent maintenant, quand ils voient en fait la wick qui est là, qui vendent, se font piéger une deuxième fois sur la deuxième vague. Ils se refont piéger tout de suite après. Donc, on a la première, deuxième, qui est le gros piège, et après ça, le vrai short squeeze arrive là, et après ça, boum, là, on a la vraie correction. Correction de 50% de cette montée-là. OK? Si on prend notre Fibonacci ici, vous allez voir que si on prend, je ne sais pas si c'était celui-là, hop, sur la montée, je vais y arriver. Voilà. 61,8 sur celle-là ici. On est pile dessus sur le 61,8 sur celle-là ici. Et on a retracé le 50% de celle-là ici, un petit peu même en dessous du 50% de celle-là ici. Mais on a un beau 61,8 de retracement sur celle-là qui est ici. Le Fibonacci qui est ici, à partir du bas de la poussée, on a un retracement quasi parfait de 61,8 avant la remontée. Donc, ceux qui ont pris vraiment les selles ici jusqu'à 61,8, bravo, c'est ce que vous avez appris, entre autres avec Lee Allen, sur notre école. C'est exactement ce qu'elle nous montre. OK? Donc, bravo à tous ceux qui ont fait ça. Et là, on a la deuxième poussée. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ici? Maintenant qu'on est rendu aux 40 000 et que là, on n'a pas été repoussé très, très bas, OK, on le sait, je vous le dis, ça repousse, mais ça repousse de moins en moins loin. Donc là, les vendeurs ici sont de moins en moins forts. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ils vont essayer de s'entendre sur un prix. Ils vont aller sur un range, ils vont aller sur une accumulation. Et combien de temps va durer l'accumulation? On ne le sait pas. Et est-ce que justement, on va casser une nouvelle fois vers le bas avant de repousser vers le haut? Je vous laisse deviner mon opinion par rapport à ce qu'on a vu déjà aujourd'hui. Donc, d'après moi, à mon opinion, là, on est en période de range. Donc, accumulation ici. Ceux-là qui sont en spot market sont en mode accumulation. Ceux-là qui sont en trading, pas vraiment le temps de prendre des trades ici. On attend. Qu'est-ce qui va se passer? Et moi, j'ai l'impression qu'on va avoir une cassure vers le bas avant d'une poussée vers le haut. OK? Petite cassure vers le bas. Est-ce qu'on va revenir dans cette zone-là ici? Je ne sais pas. Mais là, nos prochaines zones d'achat sont ici. Hein? C'est là et là. Les zones d'achat, pour l'instant, sont ici. OK? Donc, si on descend plus bas que ça, on s'en va sur les zones, les prochaines qui sont là. OK? Ça, c'est les prochaines zones d'achat. Sur le 1 heure. Sur le daily, les zones les plus fortes, notre zone d'achat est plus large parce que c'est du daily, mais elle est là entre 35 et 30 000, et 32 000, pardon, et la zone ici de vente était entre 43 500 et 40 000. Donc là, si on réussit à re-rentrer dans cette zone-là avec puissance, on s'en va à 43 500. OK? On s'en va probablement à 43 500. Parce que là, ça va devenir une zone d'achat. Cette zone-là commence à devenir une zone d'achat. On a une accumulation qui se fait proche de cette zone-là. Donc là, on a une transformation de zone de vente à zone d'achat. Les gens ne sont plus en train de vendre massivement, ce qui faisait redescendre le marché à chaque fois. Là, on a un marché qui reste à cette zone-là. On va voir si ça dure assez longtemps pour s'entendre que maintenant, on est rendu sur une zone d'achat et donc qu'on part vers un prochain rallye. OK? Donc là, c'est ce qu'il faut essayer d'aller voir, c'est est-ce qu'on est sur une zone, est-ce qu'on s'entend que ça ici, ça va être une zone d'achat. Est-ce que vous avez des questions? Allez-y pour vos questions. On a presque fini l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, allez-y. Si vous êtes en rediffusion, allez-y aussi parce que je vous réponds soit dans le prochain épisode, soit directement en commentaire en dessous. Mais allez-y, posez vos questions sur ce qui se passe en ce moment. Pendant ce temps-là, on va aller voir qu'est-ce qui s'est passé sur les autres cryptos dans la même période. Donc, on va se remettre ici en daily parce que j'aime bien voir la big picture quand je regarde
les plus gros marchés. OK? On a les take profit qui sont en haut ici. Voilà. Donc, les mouvements ont suivi. Hein? Le mouvement du Bitcoin vers le haut a fait suivre, entre autres, l'Ethereum. Le XRP, c'est incroyable. Il a bien suivi aussi. OK, voilà, on était parti aux alentours des 50 cents. On est monté à 70. Très, très beau profit. L'IOS a également suivi, mais en moindre puissance, on va dire. Mais maintenant, bon, moindre puissance parce que au niveau pourcentage, ça peut quand même être bon. Là. On est parti de, si je me mets en pourcentage, ici, on a quand même un 26 hein, c'est ça. Hein? Ça s'est suivi. Ça s'est suivi. Le pourcentage est sensiblement le même sur les autres. Qu'est-ce que nous dit Cardano? Cardano a bien poussé également. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent regarder qu'est-ce que d'autres cryptos ont fait? On va regarder ce qu'on avait parlé les semaines d'avant. Ici, la dominance du Bitcoin qui est en montée incroyable. Des 46, on est passé à 48, on est presque à 50 %. Donc, le Bitcoin va redevenir majoritaire bientôt dans tout le marché des cryptos. Et on est près du 50 %. On est à 48,9 à 1,10 % de revenir sur une majorité Bitcoin. Qu'est-ce qui se passe quand le Bitcoin est majoritaire sur le marché? Hop. Quand le Bitcoin est majoritaire sur le marché, on a un marché qui monte. Okay? Le Bitcoin a été majoritaire pendant quand même une bonne période. Pourquoi? Parce que les gens investissaient sur le Bitcoin pour faire de l'accumulation. Okay? Toute cette période-là, c'était de l'accumulation et c'était de l'investissement sur du Bitcoin. Okay? Toute cette période-là, depuis 2018-2019, on est en investissement sur le Bitcoin. Et qu'est-ce qui se passe une fois que le Bitcoin a bien monté et que tout le monde veut prendre ses profits? Bon, on a une descente du Bitcoin qui s'est passée depuis janvier. Okay? Depuis janvier de cette année, les gens prennent position sur des altcoins. Donc, le Bitcoin descend. La dominance du Bitcoin descend parce que les gens investissent sur des altcoins. Donc, les altcoins montent. Quand la dominance descend, les altcoins montent. Ça ne veut pas dire que le Bitcoin descend. Okay? Mais c'est qu'il y a de la prise de profit et qu'il y a du transfert de richesse entre les altcoins et les Bitcoins. Donc, voilà. Donc, on a parlé aussi dans les dernières semaines du Axis. La semaine dernière, on a parlé de Axis et de Binamon. Eh bien, voilà, l'explosion qu'il y a eu de plus de 100 % sur le Axis. On était autour des 20 $ quand je vous en ai parlé la semaine dernière. On est rendu à 46 en ce moment. Et si je m'en vais sur le Binamon, hop, Binamon, je vais y arriver. Voilà. Eh bien, on était aux alentours des... c'était quoi? C'était autour des Binamon. On était la semaine dernière. Je ne sais plus à combien on était. Mais on est rendu à 22. Donc, on a eu une poussée quand même assez importante sur le Bitcoin, sur le Binamon, pardon, pas de Bitcoin, le Binamon, dans les 7 derniers jours. Donc, bravo à ceux-là qui en ont profité aussi de la semaine dernière. On avait parlé de Flow également il y a quelques semaines et on en a reparlé plusieurs dans les semaines passées. Vous savez les premières fois qu'on en a parlé, on était aux alentours des 7 $ à peu près. On est monté quand même jusqu'à 20 $ sur le Flow. Bravo à tous ceux qui en ont profité aussi. Là, on a en ce moment une prise de profit. Donc, bravo à vous. Je vais aller voir ici. Hop. Voir sur le truc. Donc, je vous remercie beaucoup. J'espère que vous avez apprécié cet épisode 14 de
du Café Crypto. Comme je vous dis souvent, c'est l'objectif, c'est de vous éduquer, c'est vous regarder en fait par rapport aux nouvelles, par rapport à ce qui se passe dans le marché des cryptos globalement, par rapport à l'économie mondiale. Aujourd'hui, on a parlé de l'inflation et tout ça, et des contre-pouvoirs et des luttes de pouvoir qui se passent en ce moment, et du fait qu'on essaye de vous faire peur pour que les institutions profitent, parce qu'en ce moment, c'est eux qui achètent et qui vendent quand on va avoir l'euphorie. Vous vous souvenez du cycle psychologique du trading qui monte en euphorie. Ça, c'est quand la masse et quand les médias vont commencer à parler en bien du Bitcoin et que tout le monde va vouloir rentrer. On l'a eu au mois d'avril à peu près, quand tout le monde s'intéressait au Bitcoin et que le Bitcoin allait chercher les 65 000. On l'a eu, cette euphorie, en fait. Ce que beaucoup de gens n'ont plus. Bravo à tous ceux qui sont dans les cafés crypto, les initiés crypto. Je vous dis à tous une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Continuez. J'apprécie d'ailleurs, je vous dis merci. Merci beaucoup pour les likes, pour ceux qui s'abonnent sur la chaîne YouTube. Ça me fait vraiment plaisir de voir ça, là, que ça monte à chaque semaine. On va atteindre les 2000 bientôt abonnés sur la chaîne YouTube. Hein. J'y crois vraiment. Donc, merci à tous de partager tout ça. Il y en a qui me contactent aussi via Instagram à All-in-One-Mat. Voilà, on se dit au prochain épisode, épisode 15. On va voir où on en est rendu. Quelle va être cette semaine? Est-ce que cette semaine va être une semaine plutôt d'accumulation pendant toute la semaine ou plutôt l'accumulation va se faire sur un temps raccourci et qu'on va avoir une deuxième explosion pour aller chercher, voir en fait qu'est-ce qui se passe aux alentours des 43 500. Est-ce qu'on a des vendeurs qui attendent là de lâcher leur position, qui ont pris à 30 000 en fait? Est-ce qu'on a des vendeurs qui attendent là pour vendre en fait leur position ou prendre des profits? On va voir ça ensemble la semaine prochaine dans l'épisode 15 des Cafés Crypto. Merci à tous d'avoir été là. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, bye bye.